Jour. Voici les sujets de ce midi. Trop chère prothèse auditive. L'UFC Que Choisir dénonce les marges exorbitantes des vendeurs, des tarifs élevés qui empêcheraient 2 millions de personnes de s'équiper. Vous êtes concerné 3921. Mais d'abord, Jean-Michel, le plan de la Société Générale. D'après les Échos, la banque va fermer 400 de ses agences. Nous n'y allons plus assez souvent. Voilà, c'est ce que dit la Société Générale. Nous parlons de ce sujet sur l'antenne d'Europe 1 avec Serge Maître, président de la FUB, l'Association française des usagers de banque, qui est avec nous pour écouter vos témoignages. Et nous commençons par Johan, qui nous appelle d'Epcourt. Bonjour Johan. Oui, bonjour à tous. Bonjour, donc Epcourt, c'est dans le Finistère. Dans l'Eure, Finistère. D'accord, dans l'Eure, pardon. Vous êtes client de la Société Générale et le plan que la Société Générale projette, parce que rien n'est encore officiel, mais enfin, projette, vous déçoit et pourrait vous amener à changer de banque. Oui, en effet, je suis déçu, mais pas surpris, en fait, parce qu'en fait, on nous dit qu'il y a une baisse de la clientèle dans les agences. Bon, c'est certainement vrai, mais le fond du problème, je pense que, en fait, les banques, la Société Générale, mais toutes les autres banques, sont en difficulté. Rien n'a été réglé depuis 2008, en fait, depuis l'éclatement de la bulle des subprimes. On les a renflouées sans aucune contrepartie. Elles ont continué à jouer au casino sur les marchés, les actionnaires se gavent, pendant que les déposants voient leurs frais bancaires augmenter, l'accès au crédit diminuer, et maintenant on supprime les agences. Donc voilà, nous sommes désormais limités à payer à 1000 euros en liquide de paiement. Ouais. Alors c'est notre argent, je vois pas pourquoi on pourrait pas payer plus. Il n'y a pas forcément de lien entre... Bien sûr, il n'y a pas forcément de lien entre tous ces événements, entre la crise de 2008 notamment et la volonté de réduire les agences sur le territoire. Vous, par exemple, Johan, vous allez souvent voir votre banquier ou vous n'y allez plus du tout et vous réglez la quasi-totalité de vos problèmes par Internet? Quel rapport vous entretenez aujourd'hui avec votre banque? Moi, j'y vais régulièrement. Quand je retire de l'argent, je préfère avoir affaire à une guichetière. Vous n'utilisez pas les distributeurs automatiques? Ou vous évitez de les utiliser? J'évite parce que déjà, on est taxé sur le retrait en distributeur. Donc, c'est aussi une façon d'augmenter les taxes sur les déposants. Les frais bancaires. Les frais bancaires, oui, exactement. Et en plus, je voulais revenir à mon propos. En fait, sincèrement, je pense que tout est lié. Ils cherchent à faire des économies. Donc, en fermant des agences, ils vont faire des économies. Il y a en plus, je remarque que dans plus en plus de guichets, il y a des petites pancartes qui affichent retrait limité à des sommes dérisoires, genre 300 euros. Et vous verrez qu'à terme, ils voudront supprimer le liquide. Ça, c'est clair et net, en fait. Ils voudront supprimer le liquide, oui, peut-être. Oui, c'est pas impossible qu'on puisse vivre sans liquide, donc pourquoi ne pas le supprimer après tout? Pourquoi? Moi, je pense qu'en fait, c'est juste un contrôle accru des banques sur la vie des citoyens. Travail, notre argent. D'accord. Donc, vous avez pu livrer votre point de vue, Johan. Serge Maître vous a écouté avec attention. Une réaction? La première réaction, c'est que effectivement, les banques, ce qui est vraiment incompréhensible, c'est que la banque là en cause, mais les autres aussi, font des bénéfices actuellement. Mais c'est vrai que ce que dit Johan, il y a d'un côté la banque de détail, c'est la banque de l'agence du coin de la rue, quand c'est ouvert encore, et puis là de l'autre banque, la banque d'investissement, de financement, la banque casino, comme disent certains. Et ça nous donne le sentiment que la banque de détail, c'est-à-dire votre argent, le nôtre, vient compenser les déconvenus de ces établissements dans l'autre activité, la banque d'investissement. Ce n'est peut-être pas trop faux, mais disons que pour le moment, ce qu'on voit de toute façon, c'est que là, il y aura des économies qui vont être faites, puisqu'on va diminuer l'emploi, on va sacrifier l'emploi, alors que de l'autre côté, on ne voit pas, nous les usagers, ce qu'on y gagne, on a l'impression véritablement d'y perdre. Et là, il appartiendrait aux banques de nous l'expliquer si c'était explicable. Et ce que je vois, c'est qu'elles ont un silence assourdissant. Pour l'instant, elle ne parle pas effectivement. Merci Johan de nous avoir raconté sur l'antenne d'Europe 1 votre usage de la banque. Et j'accueille sur l'antenne Christiane qui nous appelle de Croissy-Beaubourg, en Seine-et-Marne. Bonjour Christiane. Bonjour tout le monde. Bonjour. Eh bien écoutez, je suis entièrement contre cette histoire de supprimer les banques, les petites banques ou les grandes banques. Les agences. De toutes les façons, je n'ai pas du tout confiance en Internet. Et je suis contente d'avoir ma conseillère qui me conseille.
Et quand je peux voir un dégrèvement sur une carte ou quelque chose, avoir un petit supplément sur mon compte, je suis contente. Hein. Et si je veux négocier aussi le pourcentage sur une affaire que je fais avec la banque, je peux discuter avec elle. Je la regarde, elle est devant moi. Avec Internet, non, il n'est pas question. Donc vous êtes au Crédit Agricole, vous, Christiane. Et donc oui, je suis au Crédit Agricole. Et vous allez régulièrement rendre visite à votre banquier ou votre banquière qui est dans votre ville. Et quand je ne peux pas me déplacer, de temps en temps, elle vient me voir. Ça. Alors, ça ne sera pas Internet qui aurait ce service-là, c'est pas possible. Mais vous vous méfiez peut-être d'Internet en règle générale, là, c'est pas que pour la banque. Oui. Alors là, Internet, pour moi, non. C'est vrai, il y a des comment ça s'appelle, des fermetures, mais il y a encore des gens qui sont encore plus forts que tout ça et qui arrivent à rentrer dans des circuits, nos circuits. Et non. Bien sûr. Donc vous en méfiez, Christiane, d'Internet. Ça, Serge Maître, c'est peut-être quelque chose qu'on constate assez souvent. C'est vrai que notre argent et Internet, on a toujours des craintes. Mais ce que je note au travers du témoignage de Johan, on note quand même aussi à l'usage que c'est assez sécurisé quand même. Tout à fait, on ne va pas être anxiogène. D'accord. Et de Christiane, c'est des personnes qui pratiquent la banque humaine. Et donc, fermer des agences, c'est aller vers l'appauvrissement, la paupérisation, diraient certains, l'appauvrissement des prestations bancaires, qu'on attend de son banquier, des prestations. Et puis surtout, disons que ce qu'il faut, c'est une banque qui réponde aux besoins. Si on ferme des agences, il est évident qu'à travers Johan ou à travers Christiane, on découvre qu'elle ne répondra pas à tous les besoins. Donc, Christiane, voyez... aller voir son banquier, ça doit quand même rester utile, et pour vous en tout cas, c'est important. Très très important. On l'a bien compris. Les conseillers en principe sont très très gentils, très compétents. Donc moi, oh là là. Évidemment, puisqu'ils gardent votre argent, ils vont être gentils avec vous. Si en plus ils n'étaient pas gentils, qu'est-ce que ça serait? Merci d'avoir. Ils sont agréables. D'accord, merci d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1, Christiane. Élodie est avec nous. Bonjour, Élodie. Bonjour. Vous nous appelez de Caen, dans le Calvados. De Caen, oui. Oui, voilà, c'est ça. Donc jusque-là, j'ai tout bon. Et vous, quelle pratique vous avez avec votre banquier? Vous allez le voir souvent ou vous traitez vos affaires financières par Internet? Alors moi, je traite beaucoup de choses à distance, mais c'est surtout dans mon métier, parce que je suis courtier, donc je fréquente des directeurs de banque de tout réseau bancaire confondu tous les jours. Oui. Et je voulais surtout répondre à la fermeture de ces agences. Aujourd'hui, la banque, elle s'adapte aux nouveaux besoins des consommateurs. Pour ouvrir un livret A ou avoir une carte bancaire, la majorité des usagers le font sur Internet. Donc aujourd'hui, la banque répond aux besoins en mettant des experts en place, avec un expert immobilier, un expert épargne, un expert prévoyance. On peut tout faire par Internet, c'est ce que vous voulez dire. Aujourd'hui, la modernité ou la manière ordinaire de gérer les choses, ça n'est pas d'aller voir quelqu'un à un guichet, mais de régler les questions depuis son domicile. Oui, et puis que je vois des banquiers ou des clients, j'ai beaucoup de clients de plus de 60 ans qui ont leur compte sur Internet, qui font des virements sur Internet. Donc aujourd'hui, la banque s'adapte pour répondre aux besoins des consommateurs. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une expertise sur un prêt immobilier, d'avoir une expertise sur des choses concrètes. Et les 400 agences qui vont fermer, ce n'est pas des agences qui, concernant la Société Générale, qui fermeront, mais plutôt qui s'adapteront. Donc on aura des murs d'argent, effectivement, avec des guichets automatiques. Mais on aura aussi dans l'agence des conseillers sur rendez-vous et qui seront dédiés à certains pôles d'activité. Aujourd'hui, les clients, les informations de base, ils les ont sur Internet. Ouais. Ils veulent vraiment un expert pour des situations particulières, je pense. Mais Serge Maître, qui est avec nous, pointait tout à l'heure quelque chose qui semble logique. La fermeture des agences va entraîner des économies pour la banque, et il faudrait, si on était, puis vous le dites vous-même, de plus en plus d'affaires se traitent par Internet, donc les coûts des banques se réduisent, donc il faudrait que les frais bancaires se réduisent aussi, si on était un peu logique. Qu'est-ce que vous en pensez, Élodie? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conseillers qui seront concernés par les fermetures d'agences iront dans les sièges, puisque en parallèle de ça, les sièges de banque sont de plus en plus gros et il y a de plus en plus de services. Pour donner un exemple à la Générale, ils ont créé un pôle succession qui est énorme. Dans ma région, ils ont créé énormément d'embauches et ils ont déporté les conseillers des agences pour répondre à un besoin pour une succession et ne plus sous-traiter ça
à d'autres sociétés et gérer en interne les pôles succession. D'accord. Donc quelque part, il y a beaucoup de transferts de personnel qui se font aussi. Alors Serge Maître a écouté avec attention votre plaidoyer assez structuré du travail des banques et je crois qu'il a quelque chose à dire. Disons, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut que la banque réponde aux besoins de tous ses clients. Et effectivement, il y a une mutation, il le dit, on n'en contestera pas l'existence, la nécessité, l'évolution. Non, ce qu'il y a, c'est quand même, ce sont les syndicats qui ont levé le problème. Si on leur avait dit à emploi constant, vous n'avez aucune crainte, tout va bien, ça n'a pas l'air d'être le cas, puisque les informations fuitées par les syndicats illustrent que là, il y a des soucis à se faire. 3000 départs à la retraite non remplacés. Voilà, quand même. Donc, voilà, il faut aussi le dire, effectivement, peut-être que dans le flot des informations, on avait négligé celle-là, ça n'est pas rien. Merci Christiane, Élodie. Merci Élodie d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Et Patrick de Strasbourg est avec nous. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Vous travaillez à la Société Générale ? Alors je suis retraité maintenant. Vous êtes retraité ? Vous écoutiez notre dialogue et vous avez eu envie d'intervenir ? Oui, parce que j'entendais la première personne qui est intervenue disait qu'on avait renfloué les banques, etc. Il faut savoir que c'est une erreur totale, manifeste. Les banques françaises n'ont pas eu besoin d'être renflouées. Et aujourd'hui, ça fait partie des banques les plus solides au monde, bien plus solides que les banques anglaises ou les banques allemandes qui ont des grosses difficultés. Donc, les banques françaises ont eu besoin de liquidité, enfin de sécurité au niveau de leur refinancement, mais jamais de fonds publics. Les banques françaises n'ont rien coûté à l'État et l'argent que l'État leur a prêté, elles l'ont remboursé avec des intérêts. Donc, si vous voulez, il faut qu'on arrête un petit peu. Les banquiers, leur problème, c'est qu'ils ont l'habitude de ne jamais répondre à tout ça. On les entend jamais répondre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête de brancher les gens contre leur banque. La banque, c'est la banque de proximité. Moi, j'ai géré des agences. J'étais tout proche de mes clients. On faisait beaucoup de social. Contrairement à ce qu'on peut croire, on a un rôle social très important. Et là, en la matière, la Société Générale prend les devants et ça va éviter ce qu'on a connu dans la sidérurgie, c'est-à-dire des licenciements massifs, parce qu'il faut qu'on s'adapte. Et c'est vrai que de plus en plus de clients font ça par carte bleue, donc des distributeurs par Internet. Et donc, vous qui avez travaillé dans la banque, dans cette banque en particulier, la Société Générale, Patrick, vous comprenez le plan que projette la Société Générale, c'est-à-dire fermer certaines de ces agences. Je le regrette parce que j'ai été guichetier, chargé de clientèle, responsable d'agence dans des agences. Je regrette qu'on ferme des agences. Cela dit, quand on ferme une agence à un endroit, il restera. La France est le pays d'Europe où il y a le plus de guichets bancaires par habitant. Donc, on va en fermer quelques-uns. Ça permettra aux autres banques qui sont installées sur place et qui restent de vivre un peu mieux, parce que tout le monde vit mal dans les petits villages, etc. On n'a pas assez de clients pour rentabiliser. Maintenant, ça coûte très cher avec les systèmes de sécurité, etc., etc. Donc, ça vous paraît logique, il faut faire quelques économies. Il faut s'adapter, sinon on connaîtra des licenciements massifs. Ça serait dommage. Et après, on reprochera aux banquiers de ne pas l'avoir fait. Donc, il faut qu'on le fasse tout doucement. C'est dit, Patrick. C'est dommage, mais c'est nécessaire maintenant aujourd'hui. Voilà, le mot d'ordre, c'est il faut s'adapter. C'est en tout cas ce que vous vouliez dire sur l'antenne d'Europe 1. Et je vous remercie d'avoir appelé le 3921 pour le dire. Serge Maître, merci de nous avoir accompagnés dans ce débat autour des banques. Tout à fait. Pas de frustration. On est tout à fait d'accord pour une banque de proximité, mais quand on ferme les agences, la banque de proximité, elle est appelée à ne plus exister, le social, dont Patrick se faisait le chantre. On aimerait bien qu'il continue d'exister, ce qui a l'air difficile. On est tous d'accord avec plein de choses contradictoires. Merci Serge Maître. Et on continue de parler des sujets de l'actualité au 3921. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21, 34 centimes la minute. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vos témoignages ce midi sur ces prothèses auditives trop chères. L'UFC Que Choisir dénonce les marges exorbitantes des vendeurs. On en parle avec vous donc au 39 21. Oui, il y a beaucoup de témoignages sur le problème des prothèses auditives. Patrice est avec nous de Mantes-la-Ville. Bonjour Patrice. Oui, bonjour Monsieur Apathy. Merci de prendre mon appel. Vous avez des problèmes d'audition et vous avez du mal à vous équiper. Voilà, donc j'ai 67 ans, je suis à la retraite et quand je suis en communauté, c'est-à-dire avec des amis ou dans des réunions, je n'arrive plus à comprendre quoi que ce soit. Ça fait un bruit et je ne comprends plus. Donc du coup, je me suis
éloigné de tous mes amis. J'ai arrêté j'étais bénévole dans une association. J'ai tout arrêté parce que je n'arrive plus à entendre. Et vous équiper vous coûte trop cher. Voilà, je voulais m'équiper de prothèses auditives, mais le problème c'est que ça coûte pour 2 oreilles environ 2000 €. La sécurité sociale et la mutuelle me remboursent 650 €. Donc il me reste 1350 € à verser de ma poche. Mais comme je suis à la retraite, c'est impossible que je paye un montant pareil. Donc voilà, vous êtes exactement dans le cas qu'évoquait UFC Que Choisir. Oui, vous auriez besoin d'un appareillage, mais vous avez du mal à le payer. Donc du coup, vous ne vous équipez pas, ce qui est quand même assez terrible, puisque votre vie, du coup, s'en trouve handicapée. Voilà, je m'équipe pas pour les oreilles, je m'équipe pas pour les yeux, ça fait 3 ans que je n'ai pas été chez l'ophtalmo. Les dents, je n'y vais plus non plus. D'accord. Donc la situation économique rend votre vie difficile. Oui. Merci. Évidemment, parce qu'on se coupe de ses amis, on se renferme sur soi, et puis maintenant je suis chez moi, et puis je bouge plus de chez moi, quoi, voilà. Bon, merci Patrice d'avoir appelé le 3921 pour témoigner de ce que vous vivez. Maxime Oui, un message sur Twitter avec le hashtag midi, message qui peut intéresser Patrice. C'est AudioProSeb qui nous écoute et qui est lui-même audioprothésiste et qui nous dit il existe des aides auditives à moins de 1000 €, garantie 4 ans, le suivi est inclus, les réglages aussi. Cet auditeur fait un peu sa pub et il nous dit que les essais sont gratuits, moins de 1000 € donc pour ces prothèses-là. On a envie de connaître son adresse ou son téléphone ou quelque chose à ce monsieur. J'ai pas l'info là tout de suite. Vous n'avez pas l'info. Bon, mais donc peut-être vous nous la donnerez au 3921 tout à l'heure. Joël de Toulouse, bonjour. Bonjour. Vous êtes appareillé? Oui, depuis 4 ans. 4 ans, d'accord. Et ça a coûté cher de vous appareiller? Alors justement, c'est la raison de mon intervention aujourd'hui. J'ai été stupéfaite il y a 4 ans. J'ai fait faire différents devis. Je ne suis pas allée que dans une boutique. J'ai eu 4 devis qui allaient de 3700 € pour le même matériel, la même marque, jusqu'à 5000 €. Oui, d'accord. Donc, plus de 1000 € d'écart. Voilà. Ah oui. Donc j'étais stupéfaite dans le sens où c'était donc la même marque. La maintenance est absolument, je pense, la même. Voilà, donc je ne savais pas quoi faire. J'avais peur, en fait, si vous voulez, de me dire c'est du matériel moins bon, etc. Non, là, c'était la même qualité. Donc il n'y a aucune raison d'aller chez un audioprothésiste qui vous fait payer 3700 et l'autre 5000. Vous faites la différence tout de suite. Oui, mes appareils, ça fait 4 ans que je les ai. J'en suis entièrement satisfaite. D'accord. Donc il y a longtemps que ce débat aurait dû avoir lieu. Donc vous avez été évidemment vers le moins cher. Vous avez eu l'occasion de dire à celui qui voulait proposer à 5000 € que c'était un peu un voleur? Tout à fait. Et vous avez répondu quoi? Voilà, non, chez eux c'était ce prix-là, point final. Je pense que de toute façon ils ont suffisamment de monde, si vous voulez, ils ont une clientèle, notamment je dirais de personnes âgées, qui sont quand même faciles à manipuler et qui vont vers celui qui parle le mieux et qui vous fait une belle démonstration. Et souvent on s'arrête au premier parce que finalement il y a quelque chose qui relève de l'autorité qui fait qu'on n'imagine pas dans ce domaine-là mettre les gens en concurrence et on a tort. Et peut-être que, Joël, je vous remercie pour cela d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Votre témoignage est intéressant. Si vous êtes dans cette situation-là, ne vous contentez pas du premier devis. Merci à tous ceux qui ont appelé le 3921. Nous recommencerons cet exercice demain dans Europe Midi.